Bonjour à tous et à toutes. Du coup, on va pouvoir commencer. Bienvenue. Merci d'être là. Vous êtes les premiers quand même. Alors du coup, je me présente Vincent Chailloux. Moi, je suis consultant en innovation sociale et facilitateur au sein d'Histoire de Ville. Et puis, Nicolas, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. De mon côté, donc Nicolas Marchais, Pouget Consultant. Et donc à nous deux, on va vous présenter le projet de recherche Actelos, donc un projet financé par l'ADEME dans le cadre d'un appel à projet donc, vers des bâtiments responsables, l'édition 2022. Actelos vaut pour l'accompagnement à la transition énergétique dans le logement social. Et donc l'objectif de ce projet de recherche était de questionner et remettre au cœur des projets de réhabilitation dans le logement social les usages et les usagers. On peut passer. Ouais, super, merci beaucoup. Ce projet de recherche, initialement, il venait d'un questionnement. C'était qu'aujourd'hui, dans un grand nombre d'opérations de réhabilitation, on a des écarts, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, entre les consommations théoriques et les consommations réelles des bâtiments. Donc ça, c'est dû à plusieurs facteurs, des méthodes conventionnelles, aux usages également, dans les pratiques qui ne sont pas forcément celles imaginées par les concepteurs et lors de la phase amont du projet. Et donc, de ce questionnement et donc face à ce constat-là, un nouvel acteur, l'AMU, que Vincent va présenter juste ensuite. Alors, je ne sais pas si l'AMU vous parle. Donc, on parle d'assistant à maîtrise d'usage, assistance à maîtrise d'usage. Alors, ça fait une quinzaine d'années que ce nouvel acteur ou ce nouveau SIC, cet nouvel acronyme, peut se développer dans le paysage français. Et il prenait de plus en plus d'ampleur, et c'est la raison pour laquelle, comme le disait Nicolas, on a voulu le questionner dans le cadre de ce projet Actelos. Et preuve en est du fait qu'il trouve il y a une sorte d'engouement autour de cet acronyme. C'est la publication du livre blanc de l'assistance à maîtrise d'usage en 2020, du coup par le réseau national AMU France. Réseau de professionnels. Et puis en 2023, le guide de l'AMU à destination des collectivités, donc un guide qui a été réalisé par la DITP, donc Direction interministérielle de la transformation publique. Du coup, pour définir très rapidement l'AMU, on pourrait dire que c'est déployer, en tout cas c'est comme ça que nous on l'a compris en 2021 quand on a commencé la recherche, c'est déployer une attention autour des usagers dans le cadre de projets immobiliers. Et on se rendait compte aussi que chaque professionnel avait une définition différente. Donc une des premières tâches qu'on a pu faire dans le cadre de Actelos, ça a été de définir l'assistance à maîtrise d'usage, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc ce projet, comme on le disait tout à l'heure, il est financé par l'ADEME. Il est également soutenu par un certain nombre d'acteurs. L'objectif, c'était qu'à l'échelle globale du projet, toute la filière qui intervient dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique soit à minima représentée, du moins au moment de la conception. Donc on a l'ordre des architectes, on a également donc, une sociologue pour analyser et comprendre voilà, les rouages qui se passent au niveau des interactions bailleurs-habitants. Donc c'est à travers Socio en ville et Histoire de ville, donc Vincent. On est également accompagné dans le cadre de l'équipe de travail par Géoarchitecture, donc l'Institut de Géoarchitecture de Brest. Et on a également le soutien au niveau du comité de pilotage, des échanges avec la CLCV, l'ANRU, la Banque des Territoires et les autres acteurs présents ici. Donc vraiment ici, l'objectif c'était d'avoir une équipe qui était pluridisciplinaire, étant donné que le projet touche à la fois à la technique et au social. Et c'était ce qu'on a a priori réussi à faire ici sur cette première étape. Pour ce qui est de l'expérimentation, donc on a voulu déjà être représentatif sur l'échantillon étudié. Donc on a on a eu la chance d'avoir des bailleurs qui nous ont proposé des opérations de différentes typologies, donc des grands ensembles, des plus petits ensembles, différents types de vecteurs énergétiques également, avec des chauffages individuels, collectifs, du réseau de chaleur, de l'électricité, du gaz. Et ces projets étaient dans des phases différentes, ce qui permettait aussi d'évaluer le juste moment de l'AMU, donc à quelle phase du projet il était le plus pertinent d'engager cette assistance à maîtrise d'usage, plutôt en amont, plutôt pendant le projet ou éventuellement plutôt en aval avec tout ce qu'on connaît des éco-gestes. Pour ce qui est des assistants à maîtrise d'usage qui ont été expérimentés, dans le cadre du projet, on en a défini 5.
Donc l'accompagnement individuel, la communication ciblée engageante, la co-conception et le coaching, qu'il soit bailleur ou du groupe habitant. L'objectif ici était de faire varier les 3 paramètres. Est-ce qu'on parlait à l'individu, est-ce qu'on parlait au collectif, et faire varier également l'espace de dialogue et l'espace d'échange entre les bailleurs et les occupants. Le lien entre ces 2 éléments, c'est l'instrumentation et le suivi qualitatif qui a été réalisé dans le cadre du projet afin d'objectiver tous les résultats et tous les constats que l'on a pu faire tout au long du projet de recherche avec Telos. Alors, du coup, avant de vous partager les premiers enseignements de ce projet de recherche, parce qu'on est toujours en cours, c'est-à-dire que la fin de cette étude est attendue pour décembre. Malgré tout, il y a déjà des premiers enseignements. Ça a été un sujet, c'est l'évaluation. Évaluer l'assistance à maîtrise d'usage, c'est pas simple, puisque, comme le disait Nicolas, on est à la fois sur des enjeux techniques et en même temps sociaux. Et autant la technique, on peut l'instrumenter, on peut la factualiser, autant tout ce qui va être autour des enjeux sociaux, c'est beaucoup plus difficile. Donc il y a une approche qualitative. Malgré tout, l'évaluation s'est faite sur 3 axes. La démarche processus de projet, c'est en quoi, donc là on questionnait le chemin et en quoi l'assistance à maîtrise d'usage re-questionne ou non le projet. Le deuxième axe, c'est la dynamique humaine et sociale, et donc c'est par rapport à tout ce qui est accompagnement du changement, qu'est-ce que l'assistance à maîtrise d'usage a pu générer, mais aussi bien du point de vue des usagers, c'est-à-dire des locataires pour nous, puisqu'on était dans le logement social, que des professionnels. Et puis le troisième axe, c'est la qualité, l'usage, le confort, la performance, ou dit autrement l'impact, le résultat. Et donc là, c'est tout le travail d'instrumentation qu'a pu proposer Pouget. Il est important de noter qu'on se situe dans le secteur du logement social, et donc si notre hypothèse de départ c'était de voir en quoi l'assistance à maîtrise d'usage pourrait avoir des économies sur l'énergie, malgré tout les locataires du logement social ne sont pas les plus énergivores, et donc à travers ça on souhaite aussi prendre un peu de recul sur le simple objectif de résultat et regarder plus largement ce que génère cette démarche. Ouais. Alors le premier enseignement, comme on vous le disait tout à l'heure, ça a été de définir ce qu'est l'AMU. Donc on a passé une année à définir au mieux l'AMU. On va aller très vite, puisqu'on n'a que 20 minutes, mais le premier, c'est l'AMU est un acteur qui fait lien entre les enjeux techniques et sociaux d'un projet immobilier. Par rapport à cette diapo, comme le disait Nicolas, on a dû instrumenter, ou en tout cas mettre en œuvre des assistances à maîtrise d'usage sur nos 7 opérations. Et pour ça, on a fait un appel à prestataires qu'on a publié très largement. On a eu plus de 112 réponses, 112 structures qui nous ont répondu. Et donc, on a pu faire l'analyse de cet appel. Et c'est extrêmement intéressant ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire qu'on a pu déceler une vingtaine de métiers qui étaient regroupés à travers ça. Et donc, c'était des métiers aussi bien designers, experts en facilitation, consultant en démarche de participation, mais aussi coach, sociologue, prospectiviste, gamificateur, donc ça veut dire amener du jeu, des serious games. En tout cas, des métiers extrêmement différents qui pouvaient toucher à différents enjeux qui sont soit l'accompagnement au changement, soit la collecte de partage de vécu, soit les enjeux de vitalité démocratique ou de médiation, facilitation, quoi. Ce qu'on se rendait compte aussi en faisant une analyse un petit peu plus précise, c'est la formation de ces structures. C'est-à-dire qu'on était sur des profils atypiques qui bien souvent pouvaient commencer par une formation technique et puis par l'expérience, par leur carrière, pouvaient aller sur des enjeux plus sociaux. Et donc ils avaient une véritable connaissance, une articulation de ces enjeux-là, ce qui en fait des profils assez rares dans le milieu de la construction. Ce qu'on a vu aussi, donc on est sur un marché, on le disait, ça fait 10-15 ans qui se développe. On est quand même sur un marché qui est en train de se structurer. On a remarqué que plus de 50 à 60% des structures qui ont répondu à notre appel étaient indépendantes. C'était soit des micro-entreprises, soit faisaient partie de coopératives d'activité. En tout cas, c'était plutôt des profils indépendants. Et la grande majorité de ces structures étaient des petites structures. On était entre 1 et 5 personnes. Et après, sur l'implantation géographique, on était plutôt dans les grandes métropoles françaises. Évidemment, il y avait un biais par rapport à nos localisations de recherche, puisque, comme vous l'avez vu, on était plutôt en Île-de-France et Rennes dans un premier temps, et donc il y avait forcément un biais dans la localisation. Malgré tout, on a eu des réponses de toute la France.
Voilà sur cette diapo. Alors le deuxième, c'est l'AMU, un acteur qui permet de mettre au centre du projet les usages et les usagers. Ce qu'on a vu, c'est que l'assistance à maîtrise d'usage, l'AMU permet de questionner la question. En tout cas, dans chacune des opérations qu'on a pu avoir, il a fait naître deux questions, ou en tout cas révéler, puisque on ne doute pas que ces questions ont été déjà posées, c'est pourquoi et pour qui on fait la rénovation. Et à travers ces questions, c'est intéressant parce que ça remet énormément de sens pour les professionnels de manière générale, mais ça a aussi questionné la question de la performance des bâtiments. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que on peut partir du constat qu'au final, la performance d'un bâtiment n'est atteinte que à travers l'usager, au final. Et à travers ça, c'est de se dire que on pourrait imaginer que l'usager va être vu comme un paramètre au service de la performance. Et donc, à travers l'assistance à maîtrise d'usage, c'est de se dire, mais au fond, de quoi on part? Quels sont les besoins, les attentes? Comment vivent les locataires? Et donc, de partir véritablement de cette donnée-là. Pour donner un exemple sur une des opérations qu'on a eues, donc on était sur une résidence de 250 logements avec un public plutôt fragile. Il y a eu un passage du chauffage individuel au RCU, donc raccordement chauffage urbain. Et on avait une locataire qui ne se chauffait pas pour des raisons économiques. Donc on peut remettre en cause le fait de ne pas se chauffer. Malgré tout, le fait de passer sur du RCU et donc de lui imposer le chauffage, eh ben, soit elle avait chaud, mais en même temps elle devait payer. Et donc on peut se dire qu'en termes de conception, ce n'est pas le fait de lui proposer du chauffage qui est à remettre en cause, mais c'est la question de comment un locataire peut avoir la maîtrise sur son chauffage, en tout cas. Et donc là aussi, de toujours articuler les enjeux techniques de chauffage, mais aussi les enjeux sociaux qui sont propres là à cette locataire, mais on l'a vu par ailleurs. La question du choix. Voilà. Donc c'est derrière tout ça, c'est au fond cette démarche, elle vient considérer les usagers, surtout pas les chosifier ou les mettre comme des paramètres au service d'une performance. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'au-delà de la seule performance, au-delà du seul scope du focus énergétique, l'assistance à maîtrise d'usage a eu un effet de désilotage de la réflexion, au sein notamment du bailleur. C'est-à-dire qu'on voyait très bien que le seul service patrimoine n'était plus pertinent pour aborder l'ensemble des thématiques qui pouvaient être soulevées par l'assistance à maîtrise d'usage. Et donc, le service gestion locative, le service parfois contentieux, développement local, devait être autour de la table pour embrasser au mieux les enjeux. Et ce qui est là, c'est intéressant, c'est ce qu'on met, c'est qu'au-delà de la performance uniquement thermique et énergétique de l'opération, on a touché celle de robustesse. Alors ça, c'est peut-être un concept que vous avez entendu ces derniers temps, mais ça élargit complètement le scope. Notamment pour plusieurs points, c'est à la fois à travers le désilotage des professionnels, comme je l'ai dit, mais aussi au sein des résidences pour les habitants, puisque ce type de démarche a permis de mettre en lien, en rencontre, les résidents. Et puis après, très vite, on touchait aussi à d'autres sujets qui étaient au-delà de l'énergie, c'est-à-dire l'entretien des parties communes, le lien au quartier, la question du comment on fait pour que la résidence vive bien dans le temps, au-delà de la seule performance. Et donc, je vois qu'il reste 5 minutes. Et donc, pour finir, la question du juste moment de l'assistance à maîtrise d'usage, très rapidement, au final, il n'y a pas nécessairement de juste moment. En fait, l'AMU peut se décliner sur toutes les phases, de la phase de programmation à celle d'exploitation. On a même tenté une expérimentation qui est pour le coup plutôt réussie en dehors de tout schéma, c'est-à-dire un bâtiment qui n'a pas été en travaux depuis 15 ans et sur le principe, il n'y avait pas de travaux prévus et donc le bailleur a voulu expérimenter ce que pourrait signifier un AMU là-dedans et donc ça a permis de révéler d'avoir une meilleure connaissance du patrimoine immobilier du bailleur. Et ce qu'on voit, c'est que pour chacun de ces moments, chacune de ces étapes, les enjeux sont différents et donc les types d'acteurs d'AMU peuvent être différents. Et ce que nous fait dire ce schéma, c'est qu'au fond, on parle dans les entreprises de relations clients. Il pourrait tout aussi bien parler de relations usage à destination pour le bâtiment, quoi. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là pour quand même il y ait un échange avec vous. Voilà. Et donc, le mot de la fin, oui.
Ça, c'est la synthèse. Et puis, on vous donne rendez-vous. Là, c'était une sorte de teaser, mais pour la fin d'année, pour les conclusions définitives. Voilà. Voilà, bah, merci à vous. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais. Est-ce que vous avez trouvé des pistes pour individualiser, par exemple, dans l'exemple de la locataire qui ne se chauffait pas et qui était obligée de se chauffer avec le chauffage urbain, est-ce que vous avez trouvé des pistes pour qu'elle puisse moduler un peu plus, elle, son chauffage et ne pas payer autant si elle n'en a pas besoin? Alors, ce que tu vois. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que la réponse, elle a été toujours collective. C'est-à-dire que, y compris, comme Nicolas le disait, on a tenté des AMU individuels et au final, c'est toujours le collectif. Donc ça, on voit que c'est quelque chose qui revient, qui est un socle fort, un fondamental de l'assistance à maîtrise d'usage. Et du coup, par rapport à la question qui est posée, la réponse a été de réfléchir sur le fournisseur et donc de changer de fournisseur. Et donc là, il y a eu une économie financière pour les locataires qui était de l'ordre d'une quinzaine de pourcents de mémoire, donc une économie assez importante. Et on s'est rendu compte que il y a eu un atelier collectif qui a été fait à destination des locataires, et donc le cas particulier de cette personne a pu intéresser d'autres personnes et donc amener à reconsidérer le contrat du fournisseur, quoi. Et plus largement, c'est vrai que ça avait amené aussi la question du contrat d'électricité, étant donné qu'on passait d'un chauffage et d'une production d'eau chaude sanitaire électricité à tout RCU. On avait un certain nombre de locataires qui n'avaient pas changé leur abonnement, donc étaient restés sur du 9 ou 12 kVA. Et donc cet atelier a permis de mémoire de faire basculer une cinquantaine de locataires sur des abonnements qui étaient plus appropriés à leurs nouveaux besoins, à leur nouvel usage. Et ça, du coup, ça a aussi amené un gain significatif, à la fois dans leur qualité de vie, parce que sans cet accompagnement-là, il y avait une incompréhension qui avait été générée par les travaux, qui finalement générait plus de charges pour les occupants, alors qu'eux n'avaient pas l'impression d'avoir changé leur usage. Merci pour la question en tout cas. Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations. Je sais que là, on est dans le cas du logement social, mais si on était en copropriété normale, comment on fait financer la démarche AMU et à quel, j'imagine qu'il faut le prévoir assez tôt, comment vous gérez cette question du financement de la démarche AMU? Alors, ce qui est important, c'est que là, on est sur quelque chose de très restrictif. On a parlé d'assistance à maîtrise d'usage dans le logement social et en vue d'obtenir des économies d'énergie, ce qui fait deux conditions. Et l'AMU est beaucoup plus large. On le voit, on l'a vu tout à l'heure, notamment sur les bâtiments publics. On le voit aussi dans les copros. On le voit dans les opérations d'aménagement certaines auprès des promoteurs. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Et pas uniquement sur l'économie d'énergie. Et par rapport au copro, le financement, là, il est différent de chacune des situations et dépendant aussi des besoins. C'est-à-dire que l'AMU, dans le cadre de copro, peut être intéressant, notamment pour des enjeux de médiation, de facilitation, notamment en vue de prendre des décisions pour des gros travaux, où on sait que ces moments-là peuvent être assez tendus. Et donc, les financements peuvent être de différentes sources, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors nous, du coup, on en a... Ah oui, allez-y. Bonjour. La question, en fait, c'est quoi la différence entre le programmiste et un programmiste et une assistance à maîtrise d'usage? Et la frontière est assez ténue. Mais le programmiste va accompagner un client dans la définition de ses besoins en vue de réaliser un bâtiment ou de construire, aménager un quartier. Et un assistant à maîtrise d'usage va utiliser des ressorts de la programmation, en tout cas les enjeux de la programmation, mais il ne va pas nécessairement faire un cahier des charges, quoi. En fait, je dis que c'est assez ténu parce que c'est un avis personnel. J'étais programmiste dans une précédente vie. Et du coup, pour moi, la programmation et l'assistance à maîtrise d'usage sont très proches, sont le même métier. Malgré tout, on voit que ce n'est pas dans la pratique aussi évident que ça. Parce que ce qu'on souhaite montrer aussi, c'est que
l'AMU va au-delà de faire un seul entretien avec des locataires, des usagers, quoi. Il y a vraiment de se dire, on s'inscrit dans la durée, on crée quelque chose, il y a une relation qui émane de ça. Et ça, c'est important. Enfin, c'est-à-dire que la cohérence de l'AMU va se développer dans sa globalité, quoi. C'est bon. Bon, bah, on va devoir s'arrêter. En tout cas, merci beaucoup de votre présence et des questions. Et puis, on reste à votre disposition si vous le souhaitez.